et crois en toi et crois en ce que tu vas donner. Parce que je pense que la clé de la réussite, c'est de croire en ses capacités. Sois le bienvenu. Avec cette émission, j'inaugure une nouvelle série dans laquelle je partage des discussions que j'ai eues avec d'anciens élèves. En fonction de leur ancienneté, il est question soit de la manière dont ils ont vécu leur classe préparatoire, soit de ce qu'ils ont fait ensuite. En l'occurrence, aujourd'hui, j'ai la joie de te présenter une discussion que j'ai eue avec Angela, qui était mon élève encore il y a quelques mois à peine, en 2e année de classe préparatoire ECS. Je dis avec joie, parce que j'ai rarement rencontré une personne aussi enthousiaste, aussi courageuse et aussi exemplaire que cette fille-là. Enfin, je t'invite à profiter des repères temporels que j'ai mis à ta disposition dans la description si tu n'as pas l'opportunité d'écouter cette discussion en intégralité. En espérant que cette émission te donne autant le sourire que moi, je te souhaite une bonne écoute. À quel moment dans votre scolarité avez-vous entendu parler pour la première fois de classe préparatoire ? En toute sincérité, on m'a parlé de la classe préparatoire à la fin de la terminale. Toute ma terminale, j'avais dans ma tête de ne surtout pas faire de classe prépa parce que j'avais des échos autour de moi. On me disait après la classe prépa, c'est super compliqué, c'est dur, c'est une ambiance horrible, tu vas souffrir. Et donc j'avais vraiment pas envie de sortir de mon année terminale qui avait déjà été assez compliquée parce que j'avais vécu une opération. Et du coup, je m'étais dit surtout pas la pression en plus parce que finalement, je fais du sport mais j'aime pas trop la compétition, j'aime pas être en compétition avec les autres. Et pour moi, c'était non, je n'irai pas en classe prépa. Même dans ma classe en terminale, il y avait des petits cours le midi de maths pour les gens qui souhaitaient faire une classe préparatoire et donc partir faire les classes MP, MPSI, etc. Et je n'ai jamais mis les pieds à ces cours de maths entre midi et 2 parce que pour moi, c'était sûr que je n'allais jamais faire ma classe prépa. Et après, donc, il y a eu Parcoursup et en tant que très bonne élève, en fait, dans ma classe, c'était finalement Angela, mes profs me disaient soit tu vas en PACES, soit faut que tu fasses une classe prépa, mais c'est dommage d'aller en fac, en fait, parce que t'as un niveau, tu sais pas quoi faire et t'es bonne à l'école, donc va pas aller à la fac. Et donc sur Parcoursup, j'ai mis des classes préparatoires et ECS parce que je voulais faire du commerce par contre ou pour parler des langues, etc. Je voulais surtout pas aller en filière ingé. Et du coup, je me suis dit, je mets mes classes préparatoires, je mets ma PACES parce que j'ai mis les PACES et j'ai mis quelques facs de droit. Et j'ai attendu que Parcoursup a mouliné, il nous a donné les résultats. J'avais été acceptée dans toutes mes classes préparatoires et j'avais mis des vœux même sur Paris. J'avais mis Janson de Sailly, j'avais été acceptée là-bas, etc. Et j'avais été acceptée dans mes PACES et dans mes facs de droit. Et donc là est venu le choix de qu'est-ce que je fais. Et après un stage avec les anesthésistes en première dans un bloc opératoire, en fait, je me suis dit c'est peut-être pas pour moi la médecine, même si je vais peut-être faire PACES, je vais peut-être pas m'épanouir parce que c'est un peu lassant de toujours faire des opérations tout le temps. Et si je suis pas passionnée, alors les études elles vont être compliquées et il va y avoir de la pression aussi. Donc quitte à aimer ce que je vais faire après mes études, c'est-à-dire voyager, parler, c'est pas grave si je me suis dit finalement allez je me lance, je vais subir cette pression que j'aurais subie en PACES, en prépa, je vais voir ce que c'est. Et un petit défi personnel, je l'ai fait à Lyon, à 6 heures de chez moi, alors que j'avais été acceptée à Nantes, juste à côté. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée, en fait, un petit peu par hasard en classe préparatoire. Hein. La première de la famille, pas de frères et sœurs, mes sœurs sont plus petites que moi, donc pas de classe prépa, j'en ai jamais fait. Mes parents ont jamais entendu parler de la classe prépa, c'est pareil. J'étais un petit peu l'alien de toute la famille. C'était the expérience. Alors du coup, on se retrouve aux vacances d'été qui précèdent les classes préparatoires, donc je suppose que le moral est quand même au plus haut, vous avez eu votre baccalauréat avec mention, vous allez intégrer une classe préparatoire à Lyon. Comment vous vous préparez à cette rentrée en classe préparatoire ? Parce que c'est assez paradoxal, vous deviez être assez contente d'intégrer une classe prépa parce que vous avez été accepté, mais de l'autre côté, il y avait ces échos qui vous disaient « Ouh là là, ça va quand même être assez difficile », donc comment vous vous positionnez avec ces deux points de vue opposés ? Alors, je me suis dit, c'est l'été, c'est le dernier été avant 2 ans, du coup, je me suis dit, profite, mais profiter dans le sens où j'ai pas travaillé pendant mon été à part faire le devoir maison. Et d'ailleurs, je l'ai fait, je me souviens, les 2 premières semaines de juillet, comme ça, je me suis dit, allez, il est fait comme ça, j'ai encore la terminale, c'est tout frais.
Et après, je vais pouvoir profiter. Et si les seuls trucs après scolairement que j'ai pu faire, c'est j'étais sur la plage et je lisais la liste de livres qu'on nous avait donnée. Mais c'est pareil, je lisais les pieds dans le sable, j'ai jamais pris de notes pour mes lectures. C'était je me prépare psychologiquement, mais pas trop. Et je réalisais pas trop parce que je partais à Lyon aussi, donc j'étais contente d'aller découvrir une nouvelle ville parce que j'ai beaucoup bougé. Lyon, je connaissais pas, j'étais contente. Mais c'était en fait j'étais entre excitation, appréhension, mais aussi non, j'y vais pas encore en classe prépa, c'est je profite, je vais voir ce que ça sera en septembre. Pour l'instant, t'y es pas. C'est génial. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ça, je savais pas, vous m'avez pas raconté, mais... mais je me dis, c'est normal parce qu'à partir du moment où il y a personne dans votre entourage proche qui a fait des classes préparatoires, il y a personne qui peut vraiment vous guider sur la manière dont vous auriez pu vous préparer. Enfin, Me là, préparer. c'est très Angela, en fait. On y va, mais voilà, c'est l'été. Et puis, du coup, voilà, il y a la rentrée qui arrive. Et je suppose qu'à ce moment-là, dans les premières semaines, il y a dû avoir quelques étincelles quand même au niveau de votre cerveau parce que vous avez dû vous apercevoir de certaines choses. Alors comment vous avez vécu votre début de première année? Mon début de première année, en fait, comme je me mets très vite, rapidement au travail et que je suis très sérieuse, très organisée, j'ai bien vécu mon début de première année. Je découvrais Lyon, l'ambiance de j'ai découvert les Chartreux, j'ai découvert ma classe. Si le départ, lorsque j'ai quitté mes parents, lorsque mes parents sont partis, j'ai un souvenir du premier soir à l'internat. J'étais triste. Je me suis dit mais où je vais? Mais les jours d'après, j'étais contente de découvrir ma classe, de découvrir ce que ça allait, de découvrir les professeurs. Et si j'ai juste un souvenir où je me suis pris une claque d'un coup, c'est lorsque notre professeur d'histoire du coup nous a fait une petite interrogation sur les livres qu'il fallait lire. Et c'est pareil, j'ai lu le livre, je savais de quoi le livre parlait, mais les détails précis du livre, j'avais pas fait attention pendant l'été et je l'avais lu au début de l'été. Et je me suis pris 2 sur 20 à l'interrogation de lecture. Et là, ça a été la claque de la première semaine. Je me suis dit, ah oui, ça commence dur, hein. Et après, ça a continué. Les maths, ça allait au début. Mais on nous accompagnait tranquillement. Mais je pense que après les 2 premières semaines, c'est là qu'on prend conscience et qu'on se dit, oui, ça va pas être facile, hein. Le rythme, il va être intense parce qu'en fait, au début, on n'a pas encore nos cols. Nos cols, elles commencent que 2 semaines après notre rentrée, il me semble. Et c'est quand l'école commence que là, c'est intense. Niveau notes, morale, parce que les premières colles, c'est incroyable. On se retrouve devant le prof et qui nous donne un sujet de philo. Mon premier sujet de philo, je me souviens plus, mais je me souviens d'être arrivée devant le prof sans avoir rien marqué sur ma feuille parce que j'avais pas eu le temps d'analyser le sujet. Et du coup, faut apprendre à improviser. Là, on doit parler 20 minutes devant quelqu'un qui s'y connaît super bien dans la matière. Et nous, on a fait qu'un an de philo en terminale, donc c'était un petit peu, je brode. Et c'est des souvenirs incroyables en vrai, le début de la prépa. Mais alors du coup, une question plus spécifique, c'est est-ce que vous avez pu réaliser la disparité qu'il y avait dans les niveaux des établissements dont vous proveniez Oui, au Chartreux? énorme. Incroyable. Je viens de Niort, donc une toute petite ville dans les Deux-Sèvres, vraiment à côté de La Rochelle. J'étais dans le meilleur lycée des Deux-Sèvres, mais finalement le meilleur lycée des Deux-Sèvres par rapport aux étudiants des Chartreux, c'est incroyable. Moi, je suis arrivée, oui, j'avais un très bon niveau de maths, j'ai eu 18 au bac en maths, mais à comparer aux personnes qui sortaient des Chartreux, c'est incroyable. Déjà savoir les signes mathématiques. Même rédiger, je ne savais pas rédiger. Moi, je faisais des maths sans rédiger. En fait, je recopiais ce que je faisais en exercice lors de mes devoirs et je réfléchissais pas. C'est incroyable, hein, mais c'est triste, mais c'est vrai. Et non, pareil, en anglais, dans les langues, quand je suis arrivée dans ma classe, il y en a, ils sortaient de classe bilingue et depuis la 6e, ils font des cours en anglais, des cours d'éco en anglais. Depuis la seconde, ils font des cours d'éco en anglais, etc. Non, moi je savais parler anglais, mais finalement je me débrouillais, c'est-à-dire l'anglais de tout le monde, c'est tout, et c'était pas l'anglais spécifique, le vocabulaire pour faire les traductions, etc. Donc cet écart de niveau, je l'ai surtout senti en langue et en maths. En histoire, en philo, non, mais maths et langue, incroyable.
Ouais, c'est super. Je voulais qu'on parle de ça C'est incroyable. parce que je pense que c'est un peu votre histoire, que vous partez quand même d'un lycée voilà, bien excentré par rapport aux grosses villes, quoi. Et que les gens ils disent ouais, l'égalité des chances et tout, mais en fait c'est du pipeau, parce que si vous venez d'un tout petit lycée, vous avez un retard à refaire dès le début. Vous partez avec handicap en fait. Mais vous en rendez pas Non, et compte. d'ailleurs, j'ai recroisé ma professeure d'anglais de troisième la semaine dernière en fait, et elle me demandait ce que j'étais devenue et elle se souvenait de moi et elle m'a fait ah, Angela, comment ça va, etc. Et je lui fais oh, je sors de classe prépa, c'était bien à faire, mais c'était cool, vous avez un bon niveau. Vous avez eu quoi comme école? J'ai dit l'EDEC et elle me fait ah ben disons que c'était sûr avec votre niveau. De toute façon, on croyait en vous. Vous, c'est depuis le début de votre scolarité, vous êtes Angela, on se souvient de vous et vous avez toujours été bonne à l'école. Je lui fais oui, mais madame, vous savez, être bonne dans notre établissement, notre établissement, c'est on se suit, on fait collège et lycée. Et je fais être bonne ici, être la première de classe ici, c'est être la dernière de classe quand on est en prépa à Lyon, parce que mon niveau, certes, il est bien, mais il est pas excellent. Je pars déjà avec du retard. En fait, je suis arrivée en classe préparatoire avec un train de retard. Au début, je rattrapais mon retard que les autres avaient déjà comblé, en fait. Et ça, je l'ai payé pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai payé ce retard. Vous parlez effectivement d'un certain handicap, et on va parler notamment des mathématiques, parce que ça représente quand même un coefficient énorme en Énorme. classe ECS. Et donc, qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre travail pour essayer de vous dire, je rattrape un peu mon retard par rapport aux autres durant l'année, quoi. Dès le début, du coup, j'avais lu. Du coup, je cherchais des astuces pour améliorer mon niveau, parce qu'après le premier devoir de maths, quand je me souviens, il me semble que j'avais eu 1 sur 20 après le premier devoir de première année. Et sur ma copie, c'était marqué ne sais pas rédiger. Donc tout de suite, ce que j'ai fait, c'est les 6 premiers mois, faut que ma rédaction, elle soit nickel. Du moins, en première année, que ce que madame nous demandait de bien rédiger, fallait savoir bien le rédiger. Donc c'était mon objectif. Et là, j'avais lu une astuce, du coup, parce que je cherchais des astuces sur Internet, des petits cahiers. Et je m'étais fait un petit cahier où là, c'était plutôt mon cahier erreur. Et en fait, dans ce cahier-là, je réécrivais tout ce que je faisais mal et comment on devait le faire. En fait, je mettais ma mauvaise manière et ce que je devais faire en vrai. Et ce cahier, je l'ai rempli à la fin de ma prépa, là, première et deuxième année, j'ai 4 cahiers comme ça. Et je disais à ma maman, c'est mon Graal. Si je perds ce cahier, c'est mort. Parce que j'avais dans ces cahiers toutes mes erreurs, toutes mes bonnes manières de rédiger. C'est vraiment ce que j'ai travaillé pendant 6 mois. C'était ma rédaction, c'était pour l'instant le raisonnement. Je fais les raisonnements les plus basiques, je prends les feuilles de TD, je fais les exercices les plus simples. C'est pas grave, mais lorsque je passe au tableau lors des séances de TD pour faire mon exercice, il faut que ma rédaction elle soit nickel et qu'à la fin de mon devoir, on me dise, quand je faisais des DS, la rédaction c'est plus un problème. Alors, maintenant les problèmes c'est les problèmes de logique. Je préférais entendre ça en fait au bout de 6 mois et c'est ce que j'ai mis en place et ça a fonctionné parce que tout de suite dès la fin du premier semestre, j'arrivais, bon c'était pas incroyable mais je suis partie de 1 et j'avais réussi à avoir 6 au premier devoir juste avec une bonne rédaction qui était un peu moins désastreuse que ce que c'était au début et c'est vraiment ça. Au début je me suis concentrée focus rédac. Et c'est à partir de janvier où là j'ai commencé à développer la logique et à faire des exercices un peu plus poussés. C'est très courageux quand même, parce que vous avez su choisir un axe de travail et vous y tenir, plutôt que d'essayer de tout faire en même temps, ce qui aurait sans doute été contre-productif. Donc c'est assez rare en général en classe préparatoire d'avoir des gens qui savent se dire on part de très bas, il y a 50 directions de travail possibles, ma professeure me dit c'est la rédaction qui pose problème, je me concentre juste là-dessus et on verra plus tard, on verra si on a le temps de faire d'autres choses plus tard, c'est très bien. Mais alors du coup, cette intensité dans le travail que vous avez mise, est-ce que vous l'avez ressenti même physiquement et psychologiquement à l'issue de votre première année? C'est-à-dire vous terminez votre première année, vous êtes à la veille des vacances d'été, est-ce que vous êtes en pleine forme? Est-ce que vous êtes émoussé? Est-ce que vous avez envie de rentrer en deuxième année? Est-ce que vous avez envie juste de vous reposer? Alors, sincèrement, je pense que le confinement m'a sauvée. Parce que on a été confinés en mars. Et en mars, j'étais fatiguée. C'est-à-dire que j'en pouvais plus. Quand je rentrais chez moi pendant les vacances, parce que je rentrais à la maison que 3 fois par an, c'est-à-dire vacances de Toussaint, de Noël et de février avant la fin en fait. Et donc après les vacances de février,
déjà, aux vacances de Noël, ma maman, elle m'a vue quand je suis rentrée et elle m'a dit, là, t'es plus comme avant. J'étais terne, fatiguée. Ça se ressentait sur moi physiquement. Pourtant, et j'avais surtout stoppé. Je faisais, une séance de sport toutes les 2 semaines, alors que j'étais une très grande sportive et qu'avant, je faisais 5 heures de sport par semaine en terminale. Et psychologiquement, ça avait été dur de pas avoir mes proches à côté de moi pendant ces premiers mois, de pas forcément avoir ce groupe d'amis aussi dans la classe parce que j'avais pas un groupe soudé d'amis, et de pas faire mon sport à côté et de vivre comme un robot, c'est-à-dire je me lève, je travaille, je mange, je me couche. Ça avait pesé sur mon moral. Et donc le confinement m'a sauvée réellement. Quand je suis rentrée en mars à la maison, je remangeais les plats de ma maman, c'est-à-dire des bons petits plats préparés. J'avais mes sœurs avec moi en fait à la maison, parce que mon confinement, par contre, j'ai pas stoppé le travail. Je travaillais vraiment, mais mieux, entourée, c'est-à-dire que je savais lever le pied une demi-heure s'il fallait. Et donc ça m'a sauvée pour arriver à la fin de l'année. J'étais pas fatiguée. En juin, quand on est revenu au Chartreux après le confinement, j'étais heureuse, j'avais retrouvé des couleurs, j'étais souriante, j'avais refait du sport. Et non, j'étais pas du tout fatiguée, j'étais contente de rentrer en vacances. Je rentrais en vacances et j'étais motivée à ne pas vouloir lâcher le travail. Et j'ai continué à travailler pendant mes vacances en fait d'été. Je faisais tous les matins, je faisais 1 heure d'anglais et 1 heure de maths pendant 2 mois. Et j'ai tenu ça et finalement, c'est grâce au confinement, je pense, que j'ai pu tenir ce mois-ci pour pas arriver en septembre en ayant levé le pied et être perdu encore une fois et devoir rattraper tout le retard en fait accumulé. Mais alors une question que je me pose, c'est finalement donc si ça avait été possible, est-ce qu'une prépa plus proche de chez vous, ça aurait pas été plus raisonnable justement pour bénéficier de cet entourage familial? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est à refaire. On me remet en terminale. Là, je recule de 2 ans. Je refais la prépa, il n'y a pas de souci. Mais je fais la prépa à côté de la maison. Ouais. Je pars pas aussi loin. Je le dis à tout le monde, là. Ma petite sœur, elle part en fac à Paris. Et alors qu'elle avait la fac à Poitiers, elle part à fac de droit à Sas. Et je lui ai dit au début, fais attention. Parce que là, finalement, la famille et la proximité, c'est très important. Et même des amis qui étaient en terminale et qui ont essayé de faire la prépa, qui vont faire la prépa à la rentrée, je leur ai dit privilégiez la prépa à côté de la maison. Sincèrement, partez à Nantes, partez à Rennes, c'est à plus près, c'est à 1 heure et demie. Vous n'êtes pas bien, vous rentrez, vous prenez le train. Partir à 6 heures de chez soi, parce que moi j'avais 6 heures de train, et rentrer que 3 fois par an, je le referai pas. Et ouais, c'est quand même beaucoup plus risqué. C'est vrai qu'après, c'est votre localisation géographique qui fait ça. Alors, d'un côté, ça s'est très bien terminé au Chartreux, vous avez survécu et c'est une expérience formidable, mais le truc, c'est que pour une Angela qui réussit, il y en a pas mal qui vont exploser en vol en réalité. C'est vrai que. Mais c'est vraiment là où vous êtes, parce que par exemple, pour moi qui suis de Montpellier, à faire mes études à Lyon, c'est loin, mais en réalité, comme il y a les lignes de lignes de train qui font 2 heures, on peut rentrer si jamais on a envie, mais vous, c'est vraiment. Je dois passer par Paris, je dois changer de gare à Paris. Je faisais 2 heures et demie jusqu'à Paris. À Paris, j'avais 1 h 40 d'attente parce que je devais changer de gare. Et je repartais pour 2 heures de train. Je partais à midi, j'arrivais à 19 heures à Lyon. C'était horrible. Chargé en plus avec tous les manuels. C'était incroyable. Est-ce que vous pensez qu'avec soit alors une partie de votre entourage, par exemple, je sais pas, un peu de famille à vous qui serait sur Lyon, ça aurait été mieux, ou alors dans ce cas-là, une autre option, ça serait un noyau d'amis, enfin disons une promotion peut-être plus soudée et avec beaucoup plus d'amis. Est-ce que ça aurait pu compenser l'éloignement familial ou du moins partiellement? Ah oui, 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 bien sûr. Parce que chez nous, on a l'habitude de bouger depuis que je suis toute petite. Je déménage, je suis restée 10 mois par exemple à Dijon, 8 ans à Lille, 6 ans à Angers. Donc bouger, ça me dérange pas. Et bouger toute seule non plus, parce que je suis la première l'année prochaine à vouloir faire des échanges universitaires et à partir à Séoul, en Australie, à plus de 24 heures d'avion. Donc la distance, ça ne me dérange pas. Mais oui, je pense que si j'avais eu ce groupe d'amis on beaucoup plus soudés avec des personnes avec qui, je sais pas, une cohésion beaucoup plus forte, ou même un peu de famille, ne serait-ce que mes grands-parents ou ne serait-ce qu'un ami très proche de mes parents, avoir ce soutien en plus, ouais, ça aurait pu m'aider.
Et après, le dernier point qu'on n'a pas vraiment abordé, c'est pour moi votre rythme de travail quand même très très intense. Alors je ne sais pas Ah s'il s'est mis oui, en place dans la première année ou de la deuxième année, mais vous vous leviez avant les cours pour travailler. oui, Alors oui. est-ce que vous pouvez en parler de ce passage-là, notamment en deuxième année où visiblement vous avez mis les bouchées doubles, quoi. Ah oui, oui, moi mon rythme de travail il a augmenté en deuxième année. Même s'il était très important en première année, mais je me levais pas une heure avant pour pouvoir travailler le matin ou une demi-heure avant. Ça, je l'ai mis en place qu'en deuxième année. C'est-à-dire qu'une journée type, par exemple, j'en parlais encore parce que là du coup je travaille cet été, donc je parlais à mes collègues chez Decathlon et ils me disaient mais c'est quoi une journée type en prépa? Je fais attendez, ma journée type c'est pas la journée type de tous les préparationnaires parce que je vivais comme un robot et tout était chronométré dans ma, c'est-à-dire et très intense, j'avais pas de temps mort aussi mais c'était planifié. Et du coup je me levais, je me souviens tout le temps, mon réveil sonnait à 6h. 6h05 jusqu'à 7h, une heure d'anglais ou de langue, anglais ou espagnol. Je relisais l'actualité, je faisais une petite traduction, je relisais du vocabulaire. 7h, on se prépare jusqu'à 7h30 pour le petit-déj, donc je me préparais pour aller en cours. Je descendais au petit-déjeuner à l'internat. 7h40, départ Chartreux. Donc la petite balade du matin, on part au Chartreux. On arrive au Chartreux, journée type de prépa jusqu'à 17h. Après, quand j'ai pas de colle, je rentrais à l'internat et de 17h30 jusqu'à 19h, heure du repas. Non. Oui, non, je faisais ma pause jusqu'à 18h et donc je me faisais une heure de travail. Donc 18h, 19h jusqu'à l'heure du repas, heure de travail. Et après, je prenais une demi-heure pour manger et de 19h30 jusqu'à 22h30, je bosse. 22h30, extinction des feux, dodo pour se réveiller à 6h le matin pour recommencer. Oh là là. Et j'ai fait ça et je l'ai tenu pendant 2 ans. 1 an, parce que la première année, je travaillais pas le matin, mais le soir, ça se ressemblait à peu près, en première année. Alors du coup, on va avancer dans cette deuxième année parce que avec cette cadence de travail-là, est-ce que vous avez vu des progrès significatifs dans les matières qui étaient importantes? Et si oui, à quel moment de l'année? Parce que là, on est en septembre, donc vous commencez avec une cadence infernale. Est-ce que ça paye? Est-ce que ça paye pas? Est-ce que ça met longtemps? Est-ce que vous tenez la cadence? Comment ça se passe? Ah non, c'est ça le problème, c'est que moi, tous mes efforts ne payaient pas. C'est ça, parce que moi, pendant 2 ans, je galérais. Mais comme j'avais toujours du retard par rapport aux autres de ma classe, mes petits efforts progressifs, mes petites victoires personnelles où je gagnais 0,5 points. Mais bon, moi je voulais pas 0,5 points, j'aimerais bien progresser quand je voyais qu'il y en a qui réussissaient à passer la moyenne et que moi j'étais bloquée en langue à 8,5, j'arrivais pas à dépasser le 10 de moyenne en anglais alors que j'ai eu 15 au concours. Je comprenais pas. Je me disais mais pourquoi je travaille autant? Pourquoi j'ai mis une heure d'anglais le matin et d'espagnol le matin? Pourquoi j'écoute des podcasts? Pourquoi je lis du vocabulaire? Pourquoi j'arrive pas à progresser? Je comprenais pas. Alors je connaissais tous mes livres de grammaire. Je pouvais parler à notre prof d'anglais. Je lui disais mais madame, tout ce que vous me dites, je le sais. C'est pas que j'y arrive pas, c'est que je ne comprends pas, je progresse pas. Et donc tout le temps, je progressais pas, mais j'ai pas lâché. Et je pense que c'est ça la différence entre certains préparationnaires et d'autres, c'est que mes petits progrès minimes qui me satisfaisaient pas, parce que moi je voulais des grands progrès finalement, ben finalement ils ont payé à la fin, ils ont pas payé sur tout de suite. Et le fait d'avoir continué à rabâcher, et je me disais c'est pas grave si je progresse pas, je vais progresser au concours. On me dit que les progrès on va les voir le jour du concours. Et c'est ce que j'ai fait, je suis partie tête baissée, j'ai fait tant pis, je vais progresser le jour du concours j'aurai une bonne surprise. Et mes progrès ils ont payé à la fin en fait, j'ai eu des progrès au moment où il fallait en fait finalement. Parce que qu'on progresse toute l'année, c'est bon pour le moral, mais en soi le but c'est le concours à la fin. Alors en fait, enfin, la notion de progrès, elle se décline selon comment je refais cette phrase correctement? Je dirais qu'il y a plusieurs manières de percevoir ces progrès, c'est-à-dire qu'effectivement, il y aurait les appréciations numériques qu'on met sur vos copies pendant l'année, ce qui est un repère plus ou moins fiable, parce que ça va dépendre du niveau global de la classe. Il y a les classements, il y a aussi ces petites victoires personnelles qui commencent à s'accumuler, et puis il y a aussi ce qui se passe en période de révision, où vous avez enfin l'impression où vous avez enfin fait tout le programme et où tout commence à se connecter. Alors est-ce que avant, on va dire la surprise le jour des concours, est-ce que pendant la période des révisions, donc ce qui précédait juste les écrits, est-ce que vous avez senti quand même que
tout se mettait en place, Oui. ou vous étiez quand même dans un doute dans lequel vous avez plané Ah toute la non. deuxième année? Non. Moi, au moment des révisions, quand j'avais vraiment une vue d'ensemble sur tout le programme, j'ai réussi, c'était beaucoup plus clair. Mais en toutes les matières. En histoire, en maths, un peu moins en philo, et en langue, c'est vrai qu'avoir ce moment des révisions, ça a été le moment où j'ai pu faire les liens entre tous les chapitres. Et c'est ça, en fait, qui me manquait toute l'année. C'est que j'aime bien, avant de faire quelque chose, j'aime bien avoir une vue d'ensemble. Et c'est une fois quand j'ai cette vue d'ensemble, après, moi, je sais bien réorganiser et utiliser toutes mes connaissances de la bonne manière, de la bonne façon, en fait. Et c'est pendant ce moment des révisions, oui, là où je me suis sentie plus à l'aise. Mes cours d'histoire, je savais bien les utiliser, je faisais des plans et j'arrivais à faire des liens, à tout connecter. En mathématiques, c'est pareil, lorsque je faisais mes annales, je me disais, finalement, après, je faisais plus de distinction entre chapitre et chapitre, tout rentrait ensemble et tout s'est connecté. Et donc oui, pendant les révisions, ça a été un petit peu le moment où je me suis dit, oui, en fait, finalement, je suis pas du tout larguée, c'est bon, je vais y arriver. Et la preuve en est que finalement, au niveau de vos résultats, sur une classe de 34, on vous placerait à peu près à la 10e, 11e place au niveau des résultats, votre classement par exemple à HEC. Oui, à HEC, c'est ce que vous me dites. Vous me dites que j'étais 6e, j'ai fait 1200 à HEC. Donc vous frôlez l'admissibilité à l'ESCP finalement, 6e de classe, Ouais. alors que pendant toute l'année, vous avez été 20e et plus, quoi. Vous m'avez dit qu'à l'EDEC, j'étais 8e au début. Ouais. Et donc, oui, c'était impensable. Pour moi, dans ma tête, quand je suis partie au concours, c'était Angela, si t'arrives à avoir 10 aux épreuves de concours, 12 pour limiter la casse, quand je vois 15, j'ai l'impression de voir mes notes de terminale. Je me dis, waouh! C'est vrai que c'est surprenant de votre point de vue, et surtout après avoir autant travaillé pendant 2 ans, mais en réalité, du point de vue du professeur qui voit des centaines et des centaines d'élèves passer, un profil comme vous qui travaille autant, qui s'investit autant, c'est quand même pas rare. Si vous voulez, les bonnes surprises sont très souvent issues du même profil d'élève qui est votre profil en réalité. Ça finit toujours par payer, mais effectivement, il faut beaucoup de volonté pour pas lâcher, sachant qu'effectivement, vous avez l'impression que ça paye pas, mais finalement, si vous deviez consacrer votre attention à quelque chose, ce serait pas tant aux appréciations numériques qu'à cette accumulation de petites victoires personnelles, en se disant, s'il devait y avoir plusieurs Angela qui devaient repasser dans ma classe, il faudrait vraiment que j'arrive à leur faire se concentrer sur ces petites victoires-là, se dire, il faut en accumuler plein, et c'est ça qui compte, il n'y a que ça qui compte. Le reste, en fait, on verra à la fin, quoi. Moi, c'était vraiment un commentaire en colle de mon professeur qui pouvait me dire en colle d'anglais, ah, c'est bien, cette fois-ci, la prononciation, elle est mieux. Hop, petite victoire. En colle de maths, c'était pareil. Ta rédaction, elle est toujours bien. Petite victoire. Et d'ailleurs, je l'ai chez moi et je le garderai. J'ai un cahier. Tous les soirs, j'écrivais ce que je ressentais, en fait. Et là, je l'ai relu hier quand j'ai trié mes affaires. Et on voit le 12 février. Je me donne à fond, courage, ça va payer. Et j'ai ça pendant un an. J'ai tenu ce cahier de route pendant un an. Et c'est incroyable de relire ça. C'est trop drôle. Et voilà quoi. Donc oui, c'est les petites victoires. Et je m'étais aujourd'hui colle d'anglais, j'ai dépassé la moyenne. Ou c'était des trucs cons, mais pour moi c'était tout en fait. Ah là là, c'est tellement chouette. Franchement, ce cahier, ne le perdez pas, hein, parce que même quand vous le relirez dans 3-4 ans, c'est incroyable d'avoir pu immortaliser ça. J'ai ce cahier-là et j'ai un cahier de motivation aussi où j'avais demandé à tous mes proches pour le jour de mes concours de m'envoyer un message. J'ai tout collé dans ce petit cahier. Ma maman, mon papa, mes sœurs ont écrit. Ma petite sœur Bella, qui a 4 ans, elle a dessiné dessus. J'ai tous mes amis de toute la France qui m'ont envoyé des messages. Et avant chaque épreuve, je lisais ce cahier. Et il est en bas. Il est dans ma chambre. Je vais le garder parce que finalement, c'est des bons souvenirs et ça retrace tout ce que j'ai vécu. Et ce que j'ai vécu, et tellement je l'ai vécu de manière intense que les personnes à qui je le raconte ont du mal à le croire. Parce que pour moi, j'étais dans ma bulle et c'était tellement intense et quand on fait pas de prépa, on peut pas comprendre ce qu'on vit en fait. C'est impossible. Parce que là, on se retrouverait quasiment au niveau des concours. Je vous ai pas posé de questions spécifiques sur les écrits de concours, mais avant, du coup, j'aimerais quand même qu'on revienne sur quelque chose qui a failli mal se passer. C'est-à-dire que vers le mois de février, avec la cadence à laquelle vous étiez lancé là, vous avez quand même failli faire un burn-out. Alors, est-ce que vous pouvez en parler de comment vous avez senti que c'était peut-être quelque chose qui allait vous tomber sur le coin du pif? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que
c'est quand même ce qu'on se demande. C'est-à-dire qu'on se demande, quand on est en terminale, on se dit « Ah bah ouais, je vais faire comme Angela, je vais bosser comme un fou, et puis ça va finir par payer. » Attention. Oui, attention. Il y a un moment où... Oui. Alors, le moment où ça a failli péter, c'est le 22 février, le jour de mes 20 ans, jour de la rentrée des vacances de février. J'arrive au Chartreux, je suis toute seule, je fais mes 20 ans toute seule dans ma chambre, trop triste. J'ai pleuré toute la journée. Je me suis dit, je suis toute seule. Je venais de quitter ma famille le 21 février. Il m'avait fait un petit cadeau. Il m'avait dit, tu l'ouvriras demain. T'ouvres pas. Donc j'étais triste. J'ai soufflé une bougie de chambre. Vous savez, toute seule dans ma chambre. Je me suis dit, bon, allez, on souffle. Joyeux anniversaire. Et là, ça a pété. Et là, je me suis dit, ah non, mais là, c'est trop. J'ai trop donné, j'ai plus de force, c'est pas possible, je fais pas ce que j'aime. Le sport, j'en fais qu'une demi-heure par semaine alors que j'en faisais 4h05 avant. C'est pas possible. Angela, là, si tu veux aller jusqu'au concours, va falloir faire un truc. Là, je vous envoie un message, monsieur, un mail, et bah, ça devait être le 23 février où je vous dis, monsieur, ça va pas, là, je vais péter un câble, faut que je vous parle. Et on parle, et là, heureusement que j'ai eu cette conversation avec vous. Heureusement que j'ai eu cette conversation où vous me dites, là, si tu lèves pas le pied, tu vas ruiner tes 2 années de prépa et tu vas pas aller au concours. Et ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, Angela, tu peux pas avoir donné tant de ta personne pendant 2 ans et ne pas réussir ce que t'envisages au concours à cause de ton mental et à cause de ta fatigue mentale, en fait. C'est pas possible, alors que j'ai un mental de sportif. De base, un sportif, il s'entraîne de manière à ne pas se fatiguer pour pouvoir, à la fin, performer. Et donc, je me suis dit, tu peux pas te cramer maintenant, c'est pas possible. On est à 2 mois des révisions, c'est pas maintenant qu'il faut te cramer parce que c'est encore long, hein, 2 mois à tenir à ce rythme intense, va falloir faire un truc. Et donc, j'ai écouté ce que vous m'avez dit, j'ai levé le pied. Le soir, je rentrais, je faisais 1 heure de pause et puis une demi-heure. J'arrêtais de travailler à 21h30 et plus à 22h30. Je faisais moins, beaucoup moins. Je me levais plus le matin à 1 heure avant d'aller en cours. Ou je me levais une demi-heure avant. Je ressortais. Je suis sortie du coup au parc de la Tête d'Or toute une après-midi, ce qui m'était jamais arrivé, où j'ai pu profiter, me balader, juste marcher et échanger, parler. Ça a été je pense, le plus bel après-midi de mes 2 ans en prépa, où j'ai pu vraiment lever le pied. Et après, quotidiennement, depuis cette conversation avec vous, je faisais plus une demi-heure de sport par semaine, mais je faisais une sortie course d'1 heure, 1 heure et demie. Je partais, parc de la Tête d'Or, je courais, je faisais mes 12 kilomètres, heureuse, je regardais la nature, j'ai appelé mes parents en FaceTime, je me réjouissais devant un écureuil, je leur disais, mais je revivais en fait. Je revivais ce que j'avais revécu pendant le confinement. Je revivais. Et en fait, ça m'a fait vraiment du bien. Je pense que la période qui précède le départ en révision, les révisions et les concours, c'est contradictoire, hein, mais c'est la période que j'ai préférée de ma 2e année, où j'ai levé le pied, où je me disais, bon, c'est pas grave, je connais plein de choses, cool. Mais en tout cas, ne te tue pas parce que t'as les concours et t'as 3 semaines d'épreuves où là, va falloir tout donner. Mais alors, la question que je me pose, c'est au moment où il y a eu cette conversation, en fait, ce qui précède cette conversation, c'est que si vous travaillez plus, vous ferez plus de progrès. Donc, on va dire c'est une équation entre plus égale mieux, quoi, grosso modo. Il y a le moment où je vous parle et je vous dis cette équation va trouver ses limites. Est-ce que vous acceptez que ça puisse être vrai et vous me faites une confiance aveugle et vous levez le pied, ou est-ce que vous avez réussi à le comprendre vraiment et à vous dire logiquement c'est ça qu'il faut que je fasse? Ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est vous l'avez fait parce que je vous l'ai demandé, ou est-ce que dans quelle mesure vous l'avez compris en fait? Ah non, moi je l'ai compris. Pour moi c'était logique en fait. C'est juste que j'étais bornée et j'avançais tête baissée, et en fait au moment où vous m'avez dit oh Angela, lève le pied, là je me suis dit ah oui, mais c'est complètement logique en fait. Mon papa est sportif de haut niveau, c'est un ancien footballeur, et en fait je me dis mais oui, quand je parle avec mon papa il me fait mais Angela, on t'a appris à vivre comme ça tout le temps. On t'a dit, un sportif, quand tu t'entraînais pour la piscine, on te demandait pas de te cramer tout de suite, on te demandait d'être bonne au moment de la course ou du moment où il fallait être bonne. Et je me suis dit, mais même j'ai écouté Vincent Louis, le triathlète, je me suis dit,
mais vous avez raison et c'est vrai. C'est comme ça que j'ai toujours fait. Et pourquoi je l'ai pas fait en prépa en fait? Pourquoi je l'ai pas fait ça dès le début? Parce que avant ma prépa, je le faisais en fait. Et ouais, j'ai été bornée pendant 2 ans, finalement, pendant 1 an et demi. Et c'est cette conversation qui m'a éclairée. Mais pour moi, c'était tout de suite très logique. Je suis sortie de la conversation, je fais mais oui, mais c'est pas parce que je vais travailler plus que je vais mieux réussir. C'est si je suis mieux dans ma tête que je vais réussir. Ah, donc mais ça m'étonne pas du coup, parce que sinon vous aurez pas pu l'appliquer, parce que c'est vrai que si vous comprenez pas pourquoi je dis la chose, vous aurez pas pu lever le pied à Ah ce non, c'est point-là. logique. Ah oui, oui, Mais c'était après, si logique. je veux revenir sur la partie d'avant, vous demandez pourquoi vous n'avez pas fait ça pendant vos premières années de prépa, bah, j'ai une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est que, à mon avis, quand vous avez vu le décalage qu'il y avait entre votre niveau et le niveau de vos camarades, vous vous êtes certainement dit, si je travaille suffisamment, ce retard, je vais réussir à le combler dans un délai raisonnable. Et je pense que de voir que finalement ça marchait toujours pas, plutôt que de changer d'objectif ou de vous dire bon bah tant pis, vous avez continué à essayer de vous dire non mais de toute façon 1 mois, 2 mois de plus et c'est bon, je vais enfin arriver à combler mes lacunes. Et si vous voulez, c'est un peu un truc qui s'est reconduit. Vous savez, comme les crédits assez agressifs là, où vous en finissez jamais de payer, c'est un peu la même Mais chose c'est quoi. ça. C'est complètement. Et puis, avant de partir en prépa, on m'avait dit la prépa c'est dur. La prépa c'est dur psychologiquement, la prépa va faire tout le temps bosser. Donc pour moi, la prépa c'était dur, je dois tout le temps bosser, donc finalement mon état et ce que je faisais c'était normal. J'ai tenu 1 an et demi, je peux tenir 2 mois de plus. Dans ma tête c'était comme ça avant de parler avec vous, parce que pour moi prépa égale travail égale pas de vie sociale en fait. Et finalement non. Finalement, pour pouvoir réussir sa prépa, le mot clé c'est gardez vos passions à côté et gardez du temps pour partir courir 1 heure et demie s'il le faut. Gardez ce temps-là, il est primordial. Il vaut mieux moins travailler et être mieux dans sa tête épanouie que s'entêter à travailler et voir du noir tout le temps en fait. Une vie équilibrée finalement. Exact. C'est plus difficile à trouver hein. Surtout quand on part avec des préjugés et qu'on se dit la prépa c'est Ouais, horrible. parce que vous êtes conformé à l'image que vous en étiez Oui. faite avant. Et c'est Si sans doute j'avais ça eu le un piège. frère ou une sœur qui m'a dit Angela, la prépa, tu peux y aller tranquille, garde tes passions, c'est bon, c'est juste des grands préjugés des préparationnaires où on dit la prépa c'est horrible, ben, je serais allée en prépa, je pense que beaucoup plus sereine et en me disant bah, si je lève le pied, c'est pas grave. Donc là, on a fait vos 2 années, on a fait ce passage-là. Enfin, avant de me faire la réponse complète, est-ce que vous avez quelque chose de spécifique à partager au niveau des écrits ou pas? C'est juste que je pense que les écrits, ça a été la meilleure période de toute ma prépa. En fait, tous les DS, etc. en prépa, pour moi, c'était pas de la pression. En fait, en tant que sportive, j'aime cette pression du moment, en fait. Quand c'est le moment, faut tout donner. Et en fait, j'arrivais pas à me mettre en DS dans ce moment-là. Quand j'allais en DS de maths, je me disais, c'est un DS de maths, c'est pas le concours. Et le jour des concours, mes parents m'ont dit, mais c'est incroyable, t'as été positif pendant 3 semaines. Je me levais, je souriais, je voulais tout donner, je sortais des concours, je pensais plus aux épreuves. Ça, c'était un truc, je prenais mon brouillon, je le déchirais, poubelle, en sortant de la salle. Et après, je passais ma soirée avec ma maman à Poitiers, meilleur moment ça faisait 2 ans que je vivais pas ça, où je profitais le soir, c'était trop bien. Et au moment des épreuves, je donnais tout. C'est-à-dire 4 heures, hyper concentrée, de la pression du sportif, je rentrais dans la salle, je mettais Rocky dans mes oreilles je disais allez c'est parti, comme si j'allais boxer mon match de boxe. Je rentrais, je m'asseyais, je faisais petit étirement comme ça de la tête, j'échauffais mes mains, comme si le match partait en fait, comme dans mes compétitions sportives, c'est maintenant. Je m'échauffais, je mettais mes boules qui est, je baissais la tête, je me concentrais, on donnait la copie, top, je retournais, 4 heures. Je levais pas la tête, je donnais tout. Le gong sonne, je lève la tête, je souffle. Hop, je m'en vais, c'est fini. Et j'ai vécu ces concours pendant 3 semaines comme ça. Très intense, mais j'étais trop contente de l'avoir vécu comme ça. Ah, franchement, à refaire, je fais pareil. J'avais une petite collation, mes petites amandes, mes petits fruits secs, mes petits trucs pour me donner du sucre. J'avais des sucres, vous savez, les petites barrettes de sucre là qu'on met dans les cafés. J'en avais, en fait, je me dopais au sucre pour pouvoir avoir de l'énergie, etc. Et compétition sportive, j'ai adoré ces écrits. Oh là là, je revivrai. Ah, c'est super. Alors du coup, il y a cette période-là qui arrive juste ensuite. C'est une période assez curieuse durant laquelle vous savez pas à quelles écoles vous allez être admissible.
comment vous avez vécu cette période? Parce que en général, il y a quand même une décompression nécessaire après les écrits, et vous avez une épreuve de rattrapage avec cette épreuve de culture qui a été reprogrammée. Oui. Comment vous vivez ce mois-là entre deux eaux, comme ça, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller? Alors, déjà, quand on m'a annoncé que j'allais devoir repasser l'épreuve de philo, je sortais d'épreuve de synthèse, ma maman m'attendait dans la voiture, je me suis effondrée. Toute la soirée, j'étais pas bien, mais je suis repartie. Nature positive que je suis, je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est le destin, faut pas se laisser abattre, parce que sinon, ça se trouve, je vais jouer mon intégration sur cette épreuve-là. Et donc, faut pas qu'elle ruine mes 2 ans de prépa. Donc, j'ai laissé ça dans un côté de ma tête, j'ai continué mes concours, les dernières épreuves qui me restaient. Et après les épreuves, du coup, on avait cette période de petites vacances, pas vraiment des vacances, du coup, parce qu'on avait encore l'épreuve de philo à passer. Et je me suis reposée pendant ces 2 semaines, mais je gardais 1 heure tous les matins. Moi, je préfère travailler le matin, du coup, je me levais, je faisais mon heure de philo, et après, je profitais, je me reposais, je voyais mes proches, donc c'était très très bien. J'ai fait mon épreuve de philo, et le lendemain matin, du coup, on part pour les Chartreux, je reviens du coup en prépa. Et là, ça a été une ambiance assez bizarre dans ma tête, je sais pas pourquoi, parce que pendant tous mes concours, le fait d'être toute seule dans ma bulle, j'étais super confiante de ce que j'avais fait et ce que j'allais donner en fait. Donc, pour moi, c'était bon, j'allais réussir. Et en fait, d'être de nouveau confrontée aux autres et à la prépa, et de se dire, ah oui, mais j'avais du retard par rapport aux autres, donc si les autres, ils ont trouvé ça dur, moi, d'habitude, qui est en dessous des autres, c'est pas possible. C'est-à-dire que si eux, ils ont trouvé ça dur, moi, quand je le trouvais ça cool et simple, voire même réussi, ça voulait pas, je me disais, ça veut pas dire qu'en fait, finalement, j'ai pas réussi mes épreuves si pour les autres, c'était dur. Vous voyez un peu ce que je voulais dire? Et donc là, ça a été pendant les semaines des oraux, je me suis sentie un peu ce syndrome de l'imposteur. Ah non, en fait, non, mes épreuves, je les ai pas réussies. J'aurai aucune école, ou au moins j'aurais, désolée peut-être de le dire, mais j'aurais juste les écrits comme, même si c'est des très bonnes écoles, hein, mais je me disais, finalement, moi qui rêve l'EDEC ou qui rêve le M Lyon, voire qui rêve le SCP, non, c'est pas possible. Je me disais, je suis pas légitime d'avoir ça. C'est pas possible. Pendant 2 ans, même si j'ai bien vécu mes épreuves écrites, le fait d'être reconfrontée aux meilleurs de ma classe, je me disais, ah non, eux, ils ont trouvé ça dur, donc j'ai foncé dans le mur, en fait. C'est-à-dire, j'ai fait un hors-sujet. Et donc, c'était dur, hein. J'appelais mes parents, je doutais. Je disais, ah non, je sais pas pourquoi je me prépare aux oraux, parce que ça se trouve, j'aurais même 0 école. Alors que je suis partie de chez moi en disant à mes parents, ouais, c'est bon, je suis trop fière, j'ai fait les meilleurs concours, etc. C'était une passe très bizarre. Et mes parents me disaient au téléphone, purée, Angela, ça fait 2 mois que t'es à la maison, 2 mois que t'es super motivée, hyper positive, t'es sortie des concours, t'as tout donné, tu regrettes rien. Et là, on t'a au téléphone 1 semaine après, t'es au Chartreux, tu te dis, putain, en fait, j'aurais 0 école. C'est une très belle mise en scène de l'importance de l'entourage en réalité, parce que c'est vraiment en fonction de votre localisation géographique que soit vous prenez confiance, vous êtes dans votre ville, vous êtes avec votre famille et tout va bien parce que vous êtes dans cette dynamique-là où vous êtes invincible. Et quand vous revenez sur ce lieu où vous avez tant travaillé et tant douté, vous en finissez même par douter de toutes vos performances. C'est assez logique, mais c'est sous-estimé. Cet entourage-là, les personnes que vous voyez au quotidien, c'est une importance considérable. Mais c'est super triste parce qu'en fait, je me suis dit, je me revois monsieur me dire, mais en fait, ce que j'ai donné au concours, si j'ai une bonne école, non, je la mérite pas. Vous voyez, parce qu'il y a des meilleurs dans ma classe. C'était triste, hein. Franchement, moi, c'était un peu bizarre. J'ai pas trop aimé cette période après les écrits et retour préparation oraux. Par exemple, quand j'ai fait la colle, vous voyez, quand j'ai fait la colle orale, le dernier jour colle orale, le SCP en maths avec vous, je me suis dit, mais pourquoi je la fais? Parce que dans la classe, il y en a d'autres qui mériteraient mieux, qui devraient en faire et qui n'en font pas. Et pourquoi moi qui ai galéré pendant 2 ans, je suis légitime à faire une colle de maths devant toute la classe pour le SCP? Alors que finalement, au résultat, je l'ai frôlé à très très peu et que j'aurais pu réellement faire ces oraux-là. Mais je me sentais pas légitime. Quand je suis partie en salle de préparation pour la colle, je me suis dit, oui, je vais la faire parce que moi, au fond de moi, ne pas en faire une, je me serais dit, purée, c'est incomplet. Je suis tellement déterminée et que sortir de cette période d'oraux sans avoir fait un oral de maths, parce que en soi, je rêvais le SCP un petit peu au fond de moi, j'aurais été déçue. Mais du coup, je me suis dit, je vais la faire parce qu'il faut la faire. J'ai envie d'en faire une, je serais fière. Mais je me sentais pas légitime de la faire.
quand j'étais devant la classe, devant le tableau, bah non, c'est pas, dans ma tête, c'était, Angela, c'est pas à toi d'être là devant et à présenter ton truc de maths, parce qu'il y a meilleur que toi ici. Comme quoi, ouais, c'est... Ouais, je comprends quand vous parlez de tristesse, parce que vous voyez, de mon point de vue, en tant que professeur de mathématiques, vous étiez sans doute une de celles qui méritait le plus de faire une école de maths, même si votre niveau, les classements, tout ça... Mais en fait, c'est de la flûte, parce qu'au final, tout ce qui compte, c'est ce que vous avez mis pour progresser, l'intensité que vous avez mise, tous les efforts, tous les conseils que vous avez glanés, que vous êtes appliqués à mettre en place. Et c'est ça qui compte au final. Et vous voyez que finalement, ça compte même plus que les classements, parce qu'il y a eu, pour vous, des surprises le jour des admissibilités. Vous avez finalement qu'un tel qui était censé être meilleur que vous n'avait pas été admissible, que vous avez mis quasiment tout le monde à l'amende au niveau des classements. Donc vous étiez très légitime pour faire cet oral-là, mais je comprends avec cette inertie, tout ça. Mais alors du coup, parlez-moi de ce jour-là, enfin ces jours où les résultats tombent, et là où vous voyez que ça va le faire, quoi. Mon Dieu. Alors, le jour des résultats, c'était un vendredi. Le midi, j'avais mangé avec Luce. On avait fait un pique-nique. On s'était dit, bon, bah allez, on va faire un pique-nique. Hein. On n'y pense pas. On va faire un pique-nique et tout. Les premiers résultats tombent à 14h. Mais pour l'instant, dernier jour sur Lyon, parce que je repartais après. Du coup, je disais... parce que dans ma tête, j'allais pas à l'ESCP, donc je restais même pas pour faire les petites préparations après avec vous possibles, etc. Non, mes parents venaient le lendemain matin, venaient me chercher, etc. Et du coup, j'ai dit à Luce, bon ben, on va faire un pique-nique, on profite des derniers moments. On profite, etc. On rentre dans nos chambres, parce que par contre, on a regardé nos résultats chacune dans nos chambres, toutes seules. Ben, en fait, tellement, j'y croyais pas, en fait, de base, je me dis, j'aurais tellement zéro école que je vais pas me connecter tout de suite. Ça sert à rien. Je vais attendre parce que les sites vont être bloqués, donc... au pire, je verrai mes résultats après. Que je sois déçue maintenant ou que je sois déçue après, tant pis. Du coup, les résultats ils commencent à sortir à 14h, etc. Donc le site de l'ESCP bug, HEC les a sortis en premier, et Audencia. En fait, du coup, j'ai réussi à avoir mes résultats d'HEC avant l'ESCP, et là, quand j'ai vu mon rang, 1200, je me suis fait... Attends, il y a un problème, c'est pas mon nom. Je regardais, mais juste ça, juste voir 1200 et quelques à HEC, c'était bon, j'avais réussi mes concours. Dans ma tête, vous vous rendez compte, je me disais, j'étais dernière toute ma prépa, et là, pour pouvoir être admissible, il faut être dans les 800 premiers, à peu près, et moi j'étais 1200, je me disais, mais c'est incroyable, il y a un truc qui va pas. Donc j'étais contente, j'ai appelé ma maman, mais ma maman m'a dit, pour l'instant... on se fait pas de faux choix parce que c'est juste un classement, c'est pas grave. Mais j'avais ma petite victoire déjà au fond, j'étais contente de moi. Et là, Audencia sort ses résultats, je suis admissible, je me mets à pleurer. Maman, c'est bon, j'ai au moins une école, plus de prépa, c'est pas grave, cool. J'ai dit, c'est bon, je suis trop contente, maintenant les autres résultats, ça sera j'ai au moins Audencia. Voilà, j'étais heureuse, je continue, je regarde des vidéos sur YouTube, je fais ma petite vie, j'écoute de la musique, mais vraiment aucune pression, hein. Il y avait les filles dans leur chambre, je vais pas voir les filles, il y avait Julie en face, mais non, je reste dans ma bulle, j'ai même pas envie d'écouter, de savoir ce que les autres ont, je reste moi mes résultats. Après donc il y a tous les résultats, Schema sort son résultat, pareil, j'étais contente, je me dis oh yes, 2. Et petit à petit je comptais, et là l'EDEC sort son résultat, je suis admissible. Je me suis mise encore à pleurer, j'ai appelé ma maman, je fais maman c'est bon, j'ai l'EDEC au moins. Et après, et en fait c'est que j'ai même pas vu. En me connectant sur l'EDEC, j'ai reçu le mail de l'EDEC, bravo pour votre admissibilité, nanana. Et après, je reçois donc votre message où vous me dites oh Angela, super classement à l'EDEC et tout, vous m'avez envoyé ma moyenne et j'avais pas moi accès à ça encore. Et donc là, je comprenais pas, je disais what, mais t'as dû avoir des notes de dingue, c'était incroyable. Et après, l'EM sort son résultat admissible. Et là, j'ai eu ma maman, au téléphone, je fais maman, j'ai fait carton plein. J'ai eu toutes les écoles. Et j'étais trop contente. Et je voulais voir les notes du coup. Le lundi, quand j'ai vu les notes, grosse surprise. 18 en histoire à l'ESCP. 17 en contraction, monsieur. J'avais 2 toute l'année. Et non, c'était incroyable. Incroyable. Ce moment des résultats, incroyable. C'est drôle parce que si vous dites ça à Angela qui rentre en classe préparatoire, enfin, ça doit lui paraître tellement fou. Elle vous croirait même pas. Écoutez, une dernière question pour la route, qui est assez curieuse, mais qui vaut la peine qu'on y réfléchisse quand même. C'est si vous pouviez parler à Angela qui s'apprête à faire sa rentrée en classe préparatoire, qu'est-ce que vous lui diriez de manière à
à la rendre plus performante ou de manière à ce qu'elle le vive mieux? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire si vous aviez l'opportunité de lui parler? Lui parler, je lui dirais de revivre sa prépa de manière... donc déjà, de garder sa détermination et de garder la détermination que j'ai toujours eue pendant ces 2 ans. C'est-à-dire... ouais, garde cette motivation, cette détermination. Je dirais aussi, par contre, surtout, n'exclus pas tes loisirs, tes passions, continue à faire ton sport, ne passe pas de 4 heures de sport à une demi-heure de sport. Et du coup, je lui dirais, tu gardes tes passions, par contre, tu restes déterminé comme tu l'as été, tu restes très humble, mais surtout, ne te sens pas en dessous des autres, tu as ta place ici, et tu le verras au résultat. Franchement, je lui dirais, ce syndrome de l'imposteur, supprime-le parce que je l'ai toujours eu ce syndrome et je l'ai eu pendant mes 2 années de prépa et je lui dirais surtout ne pars pas avec ce sentiment de parce que tu viens d'un plus petit lycée, d'une plus petite ville, que c'est pas pour ça que t'as pas ta place ici, t'as été accepté là, c'est parce que on croit en toi et donc crois en toi aussi et reste déterminé comme tu l'es, lève un peu le pied quand ça va pas et surtout peut-être finalement choisis une prépa proche de chez toi et de tes proches pour pouvoir rentrer quand ça va pas ou pouvoir avoir un peu plus de réconfort. Mais surtout, garde cette détermination et crois en toi et crois en ce que tu vas donner parce que je pense que la clé de la réussite, c'est de croire en ses capacités. Voilà qui termine cette discussion que j'ai eue avec Angela. Si elle t'a été utile, ou bien si tu as dans ton entourage des personnes à qui elle pourrait l'être, eh bien je t'invite à la partager avec eux, tout simplement. En espérant qu'elle t'ait plu, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Bon, il y a des personnes qu'on peut interviewer, c'est sans doute très bien d'interviewer des élèves brillants, certes, mais finalement, c'est pas très utile parce que les personnes qui pourront se reconnaître chez des élèves brillants, c'est des élèves qui sont déjà brillants, qui n'ont pas forcément besoin, mais des gens comme vous qui viennent de petits lycées, qui sont très déterminés, travailleurs, de voir que c'est possible. Et vous voyez, je pense que c'est ce qui manque parce que on nous parle beaucoup des gens qui ont réussi, on lit beaucoup d'articles sur les personnes qui étaient très bonnes en prépa et qui ont eu HEC, le SCP, les SEC, etc. Mais très peu d'articles sur les gens qui ont réussi à partir de très loin pour réussir à garder le cap et à réussir à avoir une école du top 5 quand même. Et je pense que c'est ces conversations avec ces personnes-là, avec les étudiants qui ont eu du mal et qui ont vécu leur prépa de manière compliquée, pas comme d'autres élèves qui l'ont bien vécu. C'est ces témoignages-là qui sont utiles. Les autres, écoutez, c'est comment passer, c'est quand on parle aux premières années de médecine, les gens qui ont fait leur première année de médecine en disant oui, super simple, je suis bonne, je retiens bien, il n'y a pas eu aucune difficulté. Ça nous sert pas. Parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir comment les personnes qui ont eu du mal ont pu se relever, en fait. C'est ça qui est intéressant.